Bonjour et bienvenue à cette deuxième séance de ce séminaire sur l'universel. Dans la session introductive, ce que nous avons dit et fait pour l'essentiel, c'est constater qu'il y a ce que j'ai appelé, en paraphrasant Judith Butler, un trouble dans l'universel. Comme elle a dit qu'il y avait un trouble dans le genre, il y a un trouble dans l'universel. L'universel ne va plus de soi. Nous vivons un moment particulier où l'universel ne va plus de soi. Et j'ai rappelé un certain nombre de titres qui indiquent cela. Les titres qui parlent de l'universel aujourd'hui sont des titres qui posent la question de l'universel différemment. J'en ai donné un certain nombre. Ce que nous avons dit également, c'était que le moment philosophique en question, le moment philosophique qui fait que l'universel ne va plus de soi, c'est d'abord un moment historique, et ce moment historique, c'est celui des décolonisations. Aimé Césaire a écrit que de la même manière que le 19e siècle avait été le siècle des colonisations, le 20e siècle était celui des décolonisations. Donc, moment historique des décolonisations qui a un retentissement sur la question de l'universel parce que ce moment historique est également un moment philosophique. C'est traduit en un moment philosophique et c'est dans ce moment philosophique-là que l'universel est devenu une question. Voilà ce que nous avons dit de manière générale. Ce que nous allons faire maintenant dans cette session de manière plus précise, c'est étudier la façon dont l'universalisme a été remis en question, c'est-à-dire universalisme, pour faire la distinction, une distinction rapide avec l'universel, universalisme, le fait pour une région du monde, l'Europe, de se poser comme naturellement à la verticale de l'universel et investi de la mission de porter cet universel au reste du monde. L'universalisme, ce n'est pas nécessairement la fin de l'universalisme, ce n'est pas la fin de l'universel, et c'est même une des lignes directrices du propos que je vais essayer de vous présenter durant ces différentes sessions. À remise en question de l'universalisme, un exemple précis, c'est celui que nous allons voir aujourd'hui, c'est la manière dont cette remise en question s'est effectuée chez la philosophe Simone Weil, raison pour laquelle vous avez reçu tous ces textes de Simone Weil. Et l'idée qui est là derrière, l'idée générale, c'est que Simone Weil, la philosophie, la pensée de Simone Weil, lorsqu'elle rencontre la question coloniale, va être un dépassement du colonialisme et de l'universalisme qui s'est identifié à la mission civilisatrice de l'Europe par un autre universalisme qu'on peut appeler un universalisme cosmopolitique. Donc, dépassement de la situation coloniale par le fédéralisme. Et ce que l'on va voir, c'est que cette attitude, cette réponse de Simone Weil à la question coloniale, paradoxalement, va être aussi celle d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor, qui vont aussi l'un et l'autre embrasser des formes de l'universalisme cosmopolitique comme moyen de dépasser la situation coloniale. Voici ce que nous allons, en gros, faire maintenant. Donc, d'abord, un mot rapide sur Simone Weil. On ne va pas supposer que tout le monde est familier de la biographie de Simone Weil. Première chose, elle a eu un parcours que vous reconnaîtrez parfaitement parce que c'est votre parcours pour beaucoup d'entre vous. Ça veut dire classe préparatoire. Elle a choisi Henri IV au lieu de Louis le Grand, mais personne n'est parfait. Elle a eu à H4 comme professeur Alain, qui a été professeur de beaucoup de cagneux à H4, raison d'y aller à H4 quand même. Et là, elle est entrée à l'école normale supérieure ici même, elle a dû s'asseoir dans cette salle du SAN, j'imagine, à un moment donné. Elle a passé le concours en 1927. En 1927, elle l'a raté et elle l'a eu en 1928. Elle est donc entrée en cube, ce qui est tout à fait poétique. Cube, c'est plus poétique que carré. Et donc, elle a ensuite
obtenu son agrégation en 1931 et elle est enseignée au lycée. Donc ça, c'est le parcours que vous connaissez parfaitement. Elle a enseigné au lycée depuis. Une chose qui n'est peut-être pas un aspect de son parcours qui ne vous est pas familier, est très engagée politiquement. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas engagé, mais la manière dont elle était engagée à la période durant laquelle elle a été engagée fait que son activisme politique n'avait rien à voir avec ce que ça peut être aujourd'hui. Elle a eu des relations un petit peu suivies avec Trotsky, lorsque Trotsky a habité chez elle, chez ses parents, au début des années 30, je ne me souviens plus de la date exacte, quand il était en France incognito, et là, elle a rejoint les mouvements antifascistes durant la guerre d'Espagne. Ses compagnons ont eu du mal à l'empêcher d'aller se battre. Ils ne voulaient pas vraiment qu'elle aille se battre. Elle était encore plus myope que moi, donc ce n'était pas la peine d'essayer. Il a quand même tiré quelques coups de feu, paraît-il, sur un avion qui survolait un endroit. Et puis, elle est rentrée ensuite chez elle. Enfin, elle était un courage physique réel. Et malgré son pacifisme, elle a donc fait cette guerre-là. Elle a fait également la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'en 1942, elle a rejoint les forces de la France libre et le général de Gaulle à Londres. Et elle est morte en Angleterre en 1943, donc très jeune, ça fait quoi 1909 à 43, 34 ans. 34 ans. Alors, sur le plan philosophique, quelque chose qui ressemble à la démarche de Bergson, une attraction, un attrait pour le catholicisme, donc elle était dans une famille juive, pas religieuse, et elle s'est convertie, je crois, au catholicisme. Je ne sais pas si elle a fait une conversion réelle, mais en tout cas, elle était attirée par le catholicisme et le côté mystique. C'est ça qui me fait penser ici à Bergson, ce qui fait que son ouvrage le plus connu, c'est La pesanteur et la grâce, mais vous savez tout cela. Simplement, son engagement, enfin ce côté mystique et ce côté très religieux de sa manière de penser indique en quoi son engagement politique, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, est un engagement pour l'essentiel éthique. Je considère, on peut dire que c'est un engagement par indignation. C'est une philosophe, Simone Weil est véritablement une philosophe indignée par les malheurs du monde, par les inégalités, par les conditions faites aux travailleurs. Donc son engagement de gauche est un engagement de l'indignation. De la même manière, son engagement anticolonial, sera un engagement de l'indignation. Elle est une des rares philosophes à avoir écrit contre le colonialisme à l'époque où elle a écrit des textes contre le colonialisme, textes qui ont été réunis en 1960 chez Gallimard et publiés chez Gallimard sous le titre des écrits politiques et historiques. En fait, les textes que j'ai sélectionnés pour vous, je crois qu'ils sont tous pratiquement sur Internet. J'aurais pu vous envoyer simplement à Internet, mais bon, ça me permettait d'avoir la liste des étudiants inscrits et d'avoir une correspondance avec vous par email. Voilà, c'était quelques mots rapides pour parler de Simone Weil. Alors maintenant, le point important, c'est la manière dont elle va, après sa découverte de la question coloniale, et de la question coloniale, on le verra comme, on va dire, crime contre l'humain, pour citer le président Macron qui a utilisé cette expression. Elle va donc regarder l'universalisme colonial, l'universalisme impérial, et lui opposer un autre universalisme, on le verra, qui est l'universalisme cosmopolitique. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné l'ensemble des textes que vous avez lus maintenant, dont le tout premier, que je vais lire pour ceux qui ne sont pas inscrits comme étudiants et qui donc n'ont pas reçu ce texte. Ce texte, le premier texte que je vous ai donné, est un extrait
d'un article intitulé « Quelques réflexions sur les origines de l'hitlérisme ». Et cet article a été écrit en 1940, donc au début de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de France éternelle, tout au moins en ce qui concerne la paix et la liberté. Napoléon n'a pas inspiré au monde moins de terreur et d'horreur qu'Hitler, ni moins justement. Quiconque parcourt, par exemple, le Tyrol, y trouve à chaque pas des inscriptions rappelant les cruautés commises alors par les soldats français contre un peuple pauvre, laborieux et heureux, pour autant qu'il est libre. Oublie-t-on ce que la France a fait subir à la Hollande, à la Suisse, à l'Espagne? On prétend que Napoléon a propagé les armes à la main les idées de liberté et d'égalité de la Révolution française. Mais ce qu'il a principalement propagé, c'est l'idée de l'État centralisé, l'État comme source unique d'autorité et objet exclusif de dévouement. L'État ainsi conçu, inventé pour ainsi dire par Richelieu, conduit à un point plus haut de perfection par Louis XIV, à un point plus haut encore par la Révolution puis par Napoléon, a trouvé aujourd'hui sa forme suprême en Allemagne. Il nous fait à présent horreur, et cette horreur est juste. N'oublions pas pourtant qu'il est venu de chez nous. Ce texte ne parle évidemment pas de colonialisme. En revanche, il parle de la confrontation du récit de soi français, du récit de l'universalisme français et de ce monde que Napoléon a conquis, ce monde européen. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est la manière dont Simone Weil utilise une opération qu'on pourrait dire de relativisation contre les récits de soi, les récits nationaux, contre les légendes. Le mot de légende étant entendu ici dans son sens étymologique, legenda, les choses qu'il faut lire, ce qu'il faut lire, donc ce qu'il faut dire. Voici ce qu'il faut dire de Napoléon. Il a bien entendu mis fin à la chienlit qui était la Révolution française, mais ensuite il a porté les idées et les valeurs de cette Révolution française et les a répandues à travers l'Europe. C'est ce que dit Hegel et c'est ce que chante Jean Ferrat. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige. Voilà, c'est ce que chante Jean Ferrat, comme vous le savez, comme vous le chanteriez, comme vous le chantonniez tout doucement. Eh bien, cette idée de Napoléon, porteur des valeurs universelles de la Révolution française, qui sont elles-mêmes les valeurs issues des Lumières, etc., c'est ce que remet en question ici Simone Weil. Et la manière de remettre cela en question, c'est de dire, d'accord, il y a un récit universaliste, mais ce récit universaliste, regardons-le à partir du contre-récit que représentent les peuples qui, eux, ont subi la domination de Napoléon. Et vous constaterez, c'est déjà dans le titre de l'article, qu'elle fait un rapprochement entre Hitler et Napoléon. C'est un trait qu'elle va partager avec Aimé Césaire. C'est avant Aimé Césaire qui a fait la comparaison entre l'hitlérisme, comme pour reprendre le mot de Simone Weil, et le colonialisme. Et ce rapprochement avec l'hitlérisme, Simone Weil le fait ici. Évidemment, ça nous semble... Ça a été une polémique d'ailleurs. Il y a eu un anniversaire de Napoléon célébré il n'y a pas longtemps, je crois, avec une discussion pour savoir comment il fallait prendre la figure de Napoléon. Est-ce que c'est ce héros chanté par Hegel, le héros à cheval, porteur des valeurs de la Révolution française, ou alors, comme dit Simone Weil, celui que les peuples du Tyrol considèrent comme un Hitler avant la lettre. Cette relativisation est précisément, et c'est la raison pour laquelle je vous ai d'abord donné ce texte,
Cette relativisation va être la machine de guerre, comme dirait Deleuze, qui va être utilisée contre le colonialisme. C'est-à-dire que cette relation peuples européens qui sont passés sous les sabots du cheval de Napoléon et récit national de l'universalisme représenté par Napoléon, ça va être l'analogie va être faite entre les peuples colonisés et leur perception, leur contre-récit, la manière dont ils vont recevoir l'universalisme qui s'identifie à une mission civilisatrice. Évidemment, ce qu'elle dit ici de Napoléon, on peut imaginer qu'elle a derrière la tête le jugement que Hegel, lui, a porté sur Napoléon. Elle a en tête ici, quand elle parle de tout ce que Napoléon a apporté au reste de l'Europe, elle a en tête la fameuse lettre que Hegel adresse à Niethammer sur le Napoléon passant à cheval dans la ville de Iéna. C'est la fameuse lettre de Hegel à Niethammer de 1806, l'année en octobre 1806, le jour où Napoléon précisément est entré dans Iéna, et Hegel a des mots dithyrambiques en disant « J'ai vu l'empereur, cette âme du monde », ou cet esprit du monde, cette âme du monde sur son cheval qui s'étend sur le monde, dit-il, et le domine. C'est ce qui est derrière ce texte et ce contre-récit concernant Napoléon. L'idée, justement parlant d'universel, vous savez que cette représentation chez Hegel, Napoléon est le personnage qui, dans sa personne même, incarne l'universel. L'idée que l'universel peut s'incarner dans un personnage et que l'idée absolue ou la raison dans l'histoire peut, par une ruse bien connue, pour reprendre encore un autre mot de Hegel que vous connaissez, transformer la passion subjective d'un individu en un moyen pour la réalisation de l'universel. Napoléon, petit Corse plein d'ambition, ambition dévorante de pouvoir, et la raison dans l'histoire s'empare de la passion de ce petit Corse et transforme cela en réalisation de l'esprit absolu dans le monde européen en universel. Donc c'est cette idée-là que ce texte remet ici en question. Juste une longue parenthèse ici parce que ça va être important pour la suite des sessions que nous allons faire. Cette idée hegelienne de l'universel du particulier reflétant l'universel, parce que la relation entre l'universel et le particulier, vous avez plusieurs relations possibles. L'une des relations, c'est précisément que le particulier est instance de l'universel. L'universel est dans le particulier, et c'est ce que l'on voit ici. Cette idée que l'universel est réalisé en Europe, à cette époque-là, est une idée qui va également être la vision de Hegel, comme vous le savez, de la philosophie elle-même. Cette période de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe siècle, c'est également la période où se constitue l'histoire de la philosophie. Jusque-là, la philosophie ne s'intéressait pas ou n'avait pas constitué sa propre histoire comme une discipline. C'est la période où la philosophie se constitue comme l'histoire de la philosophie se constitue comme discipline, et Hegel va jouer un rôle important, essentiel, même crucial dans la constitution de l'histoire de la philosophie. Un peu plus tard que 1806, lorsqu'il commence ses leçons sur la philosophie de l'histoire, où il va faire, cette fois-ci non plus de Napoléon, mais de la philosophie elle-même, l'incarnation de l'universel européen. L'universel, ce qui fait l'universalité, l'universalisme européen, c'est le fait que c'est la terre de la philosophie. Comme il dit, le sol, comme il dit dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, le sol de la philosophie proprement dite. Ceci est une expression hegelienne. C'est important parce que c'est un moment de constitution de l'universalisme européen sur la base du fait que la philosophie est le propre de l'Europe. Vous ne pouvez pas avoir de philosophie hors
de l'Europe, puisque la philosophie, l'Europe est le sol même de la philosophie. Hors sol, la philosophie devient impossible. Et donc cet universalisme, sa manière d'être exclusive, de constituer ce que Husserl va appeler une humanité européenne. Par la suite, nous lirons ce texte de Husserl la prochaine fois, est également important ici. C'est la raison pour laquelle je fais cette parenthèse, qui voit ce que l'on a appelé depuis le Moyen-Âge la fameuse translatio studii, le transfert des sciences philosophiques grecques, ne plus être exclusivement le trajet qui va faire Athènes-Rome, et puis de Rome, les grandes capitales intellectuelles européennes, Heidelberg, Londres, Paris, Sorbonne, etc. Et alors que jusque-là, au fond, personne n'avait fait de la philosophie une affaire exclusivement européenne. Aujourd'hui, nous avons tous appris la philosophie avec une histoire et des textes qui nous enseignent qu'elle est née en Grèce. Elle est née d'un miracle grec. Un miracle, c'est bien, parce qu'un miracle n'est précédé par rien. Donc, on n'a relation qu'à soi. Et puis, à partir de ce miracle, la philosophie a fait ces trajets-là et est devenue toujours le propre de l'Europe. Et ça, cette construction date de cette période, et Hegel est un des grands constructeurs de cette légende, au sens que j'ai indiqué, ce qu'il faut lire et donc ce qu'il faut croire et ce qu'il faut dire. Voilà une figure de l'universalisme qui nous intéresse évidemment en tant que philosophe, parce que c'est la construction, ce moment-là, c'est la construction de l'idée de philosophie comme étant le télos propre, l'essence propre, la nature propre de l'Europe. Alors que la translatio studii, même au Moyen-Âge où cette expression a été créée, n'a jamais considéré que le parcours de la philosophie avait été ce parcours linéaire. On pouvait parfaitement considérer, par exemple, dans le langage de Roger Bacon, que le trajet était tout aussi bien Athènes, Nishapur, Bagdad, Cordoue, Fès et Tombouctou. Parce que, évidemment, Tombouctou aussi se trouve dans cette translatio studii. Je rappelle, ce qui ne se sait pas toujours, qu'au Moyen-Âge, à Tombouctou, on étudiait la logique aristotélicienne bien avant qu'un seul blanc, surtout pas René Caillé, ait mis les pieds dans la ville. Ça ne se sait pas toujours, mais c'est important de le souligner. Alors, on reparlera plus tard de cette construction de l'universalisme comme idée de la philosophie, comme télos propre de l'Europe, lorsque nous lirons ensemble Husserl également. Bon, alors, je ferme cette parenthèse de la notion de philosophie rien que grecque, comme dit Roger Poldroy dans ce livre admirable qu'il a publié il y a un an sur les voyages, comment ça s'appelle? Voyage. Quelqu'un? Ça rings a bell, somebody? Voyage dans les philosophies du monde. Voyage dans les philosophies du monde, où Roger Poldroy remet en question cette notion d'une philosophie qui serait exclusivement européenne, née du miracle grec et n'ayant fait que le parcours linéaire Athènes-Rome, Heidelberg, par exemple. Et d'ailleurs, je crois que maintenant, le programme de philosophie en France est en train de revenir de cette vision très européocentrée de l'histoire de la philosophie, et que parmi les auteurs qui sont étudiés maintenant par l'inspection générale de philo, je crois qu'il y a 4 auteurs
Non, Athènes, Rome, Heidelberg. Non? Oui? Oui? Un auteur indien. C'est Nagarjuna. Nagarjuna. Un auteur chinois, Zhuangzi, je crois. Un auteur Avicenne, Ié, et Maïmonide. Voilà, ça y est, ce sont les 4 qui y sont maintenant. Alors, je ferme cette parenthèse sur la philosophie rien que grecque et je reviens à Simone Weil et à la notion de contre-récit. Donc, non plus le contre-récit depuis le Tyrol, regardez le récit de l'universalisme des valeurs de la Révolution française depuis le Tyrol, mais les regarder maintenant depuis la colonie. Et c'est donc le moment de sa découverte du colonialisme. C'est le texte 2 que je vous ai envoyé, qui dit la chose suivante. C'est un texte intitulé « Qui est coupable de menées anti-françaises » et je crois que c'est écrit en 1938, puisqu'elle dit que c'est 7 ans, je crois, auparavant qu'elle a découvert la tragédie de la colonisation. Voici ce qu'elle dit. « Je n'oublierai jamais le moment où pour la première fois j'ai senti et compris la tragédie de la colonisation. C'était pendant l'exposition coloniale, peu après la révolte de Yenbei en Indochine. Un jour, par hasard, j'avais acheté Le Petit Parisien. J'y vis en première page le début de la belle enquête de Louis Roubaud sur les conditions de vie des Anamites, leur misère, leur esclavage, l'insolence toujours impunie des Blancs. Parfois, le cœur plein de ces articles, j'allais à l'exposition coloniale. J'y trouvais une foule béate, inconsciente, admirative. Pourtant, beaucoup de ces gens avaient certainement lu, le matin même, un article poignant de Louis Roubaud. Il y a 7 ans de cela. Oui, donc 1938, puisque l'exposition coloniale, c'était 1931. Il y a 7 ans de cela. Je n'eus pas de peine, peu de temps après, à me convaincre que l'Indochine n'avait pas le privilège de la souffrance parmi les colonies françaises. Depuis ce jour, j'ai honte de mon pays. Depuis ce jour, je ne peux pas rencontrer un Indochinois, un Algérien, un Marocain sans avoir envie de lui demander pardon. Pardon pour toutes les douleurs, toutes les humiliations qu'on lui a fait souffrir, qu'on a fait souffrir à leur peuple, car leur oppresseur, c'est l'État français. Il le fait au nom de tous les Français, donc aussi pour une petite part, en mon nom. C'est pourquoi, en présence de ceux que l'État français opprime, je ne peux pas ne pas rougir, je ne peux pas ne pas sentir que j'ai des fautes à racheter. Bon. Important. Mais si j'ai honte de mon pays depuis 7 ans, j'éprouve depuis 1 an et demi un sentiment encore plus douloureux. J'ai honte de ceux dont je me suis toujours senti le plus proche. J'ai honte des démocrates français, des socialistes français, de la classe ouvrière française. J'arrête là cette lecture. Donc, un texte qui prolonge celui que je vous ai dit d'abord, puisque le contre-récit, comme on pourrait l'appeler, n'est plus fait depuis le Tyrol, mais depuis la colonie. Cette découverte, qui est la sienne, est une découverte à l'occasion de l'exposition coloniale, à la date de 1931, qui est également concomitante, cette date est concomitante à la mutinerie de Yenbei, qui a été suivie d'une répression absolument terrible de la France. C'est donc le moment où cette jeune intellectuelle française, qui vient fraîchement d'avoir l'agrégation en 1931, découvre la réalité de ce crime contre l'humain qu'est le colonialisme. Et ce qui est deux remarques ici à faire. D'abord sur l'exposition coloniale et en termes de discussion de la notion d'universalisme. Vous le savez, cette exposition coloniale de 1931 était censée être un grand événement où la France allait se montrer à elle-même, où l'État français allait montrer au peuple français la réalité et la puissance de son empire. Et donc, comme dans toute exposition, on va montrer la réalité de cet empire. On va faire venir d'ailleurs, durant cette exposition coloniale,
un certain nombre de personnes venues des colonies et qui vont être de véritables expositions humaines, puisqu'on leur demande de vivre leur vie et de montrer à ceux qui viendraient leur rendre visite la manière dont on vit dans leur village et dans leur lieu d'habitation. Et il y a eu aussi, malheureusement, à ce moment-là, un zoo humain. Ce n'étaient pas des populations africaines, c'est les populations kanak, qui n'ont même pas été, parce que l'exposition elle-même avait lieu à la Porte Dorée, là où se trouve aujourd'hui le musée de l'immigration et dans les bois de Vincennes, alors que les Kanaks en question, une centaine d'entre eux, avaient été, eux, mis dans le bois de Boulogne. Et c'était vraiment un zoo. Ils étaient dans un zoo. Et la raison pour laquelle je parle de cet aspect des choses est double. La première, c'est que jusque-là, à part les expositions coloniales, au fond, le grand partage sur lequel pouvait reposer l'universalisme s'effectuait parce qu'on faisait une distinction, on établissait un grand partage entre le monde de la civilité, qui était celui dans lequel on vivait, et le monde de la barbarie. Dès lors que vous faites ce grand partage d'abord entre le monde de la civilité et le monde de la barbarie, évidemment, vous ne pouvez plus avoir les mêmes lois et les mêmes valeurs dans le monde de la barbarie. Vous pouvez être totalement, vous pouvez vous dédoubler en quelque sorte et vous comporter civilement dans le monde de la civilité et avec une certaine barbarie dans le monde de la barbarie. Vous pouvez suspendre les valeurs dites universelles dans le monde de la barbarie parce que vous avez déjà effectué ce grand partage entre le monde d'ici, de la civilité, et le monde de la barbarie. Vous pouvez donc avoir des administrateurs coloniaux qui se comporteront comme des barbares ailleurs et qui seront parfaitement de parfaits citoyens ici. Et vous pouvez suspendre les règles, faire en sorte que, par exemple, si vous déclarez universellement des règles concernant les droits humains, lesquels droits doivent être protégés par des tribunaux, etc., vous aurez un monde de la colonie où les administrateurs coloniaux qui n'ont aucune formation juridique vont être ceux qui vont administrer la justice. L'idée que des administrateurs coloniaux administrent la justice est une idée qui est complètement contraire à l'universalisme que vous avez défini, mais cette contrariété, cette contradiction, au fond, vous la réglez dès lors que vous effectuez ce grand partage entre le monde de la civilité et le monde de la suggestion, et le monde de la barbarie. Or, le caractère précisément des expositions coloniales, c'est que vous voulez à la fois montrer la grandeur de l'Empire en faisant une exhibition, en faisant un show, en mettant cet empire, en faisant un spectacle que vous demandez au peuple de venir voir, mais en même temps, vous réunissez dans un même espace ce que vous aviez séparé par le grand partage. Vous amenez le monde de la barbarie dans le monde de la civilité, avec la possibilité justement que la contradiction saute aux yeux. Et l'autre partie de ce que dit Simone Weil dans le texte que je vous ai lu, c'est que justement, elle réagit à cela, à cette contradiction flagrante dont l'exposition coloniale est l'image, et elle a honte, dit-elle, de ceux qui ont organisé cette exposition, mais elle a davantage honte parce que, dit-elle, ceux qui naturellement auraient dû s'opposer à cela ne s'opposent pas à cela. Et c'est donc aussi la remise en question, le contre-récit qu'elle construit, c'est aussi un contre-récit contre un autre universalisme qui est l'universalisme de la gauche. L'idée que la gauche, dans son universalisme, dans son internationalisme, a mis en place un internationalisme sélectif qui fait que la gauche de son temps est elle-même absolument aveugle à la question coloniale. Et c'est vrai qu'en 1931, les seuls à avoir réagi contre cette exposition coloniale, c'était les surréalistes. Les surréalistes, eux, ont manifesté contre l'exposition coloniale, le Parti communiste, pas du tout, et c'est ce que Simone Weil a en vue lorsqu'elle dit
un sentiment encore plus douloureux, j'ai honte de ceux dont je me suis toujours senti le plus proche, j'ai honte des démocrates français, des socialistes français, de la classe ouvrière française. Ceci est important à retenir lorsque nous parlerons justement de l'humanisme universel de Césaire et que nous lirons ensemble, que vous relirez certainement, vous connaissez ce texte-là, la fameuse lettre de Aimé Césaire de démission du Parti communiste français, sa fameuse lettre à Maurice Thorez, qui est aussi une réflexion sur la signification de l'universalisme, en particulier de l'universalisme de gauche, que Simone Weil ici aussi le met en question. Alors, retenons cette idée d'un grand partage et rappelons que, effectivement, seuls les surréalistes ont été ceux qui ont réagi à cette horreur coloniale qui était une exposition coloniale en 1931 et avec un zoo humain à la clé. Alors, que faire une fois qu'on a fait tous ces constats et qu'on a eu toutes ces indignations qui ont été les indignations de Simone Weil, qui d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, est davantage anarchiste finalement que communiste. C'est les plus proches des milieux anarchistes. D'ailleurs, ce qu'elle reproche à Napoléon, c'est l'idée d'État, en général, l'État centralisé, etc. Et c'est justement une réponse aussi, encore une fois, à Hegel, parce que quand Hegel salue Napoléon à cheval comme l'âme du monde, les grands bienfaits que Napoléon porte avec lui, les valeurs universelles que Napoléon porte avec lui et qui sont l'héritage de la Révolution française, pour Hegel, c'est l'État. Le grand progrès, c'est l'idée d'État qu'il voit venir sur le cheval de Napoléon, avec Napoléon. Alors, je reviens ici, maintenant, sur la fin que je n'ai pas lue du texte numéro 1 que je vous ai distribué. Voici, dans la conclusion de cet article de Simone Weil sur quelques réflexions sur les origines de l'hitlérisme, ce qu'elle écrit. L'ordre international suppose qu'un certain fédéralisme soit établi, non seulement entre les nations, mais à l'intérieur de chaque nation. À plus forte raison, le lien entre les colonies et leurs métropoles devrait-il devenir un lien fédéral au lieu d'être un rapport de simple subordination. Et je voudrais lire ce bout qui est dans la conclusion du texte sur les origines de l'hitlérisme en relation avec un point qui est dans le texte numéro 3 lorsqu'elle dit « Certaines fables de La Fontaine sur l'âne et son maître est utile à relire en l'occurrence. Tout le monde en France la connaît, il n'est que de songer à l'appliquer. Quand même tous les Français des colonies adopteraient soudain les procédés les plus humains, les plus bienveillants, les plus désintéressés, cela ne suffirait pas à susciter dans l'Empire les sentiments nécessaires à la sécurité de la France. Il est indispensable que les sujets de la France aient quelque chose à eux qu'une autre domination risquerait de leur faire perdre. Et à cet effet, il est indispensable qu'ils cessent d'être des sujets, autrement dit des êtres passifs, bien ou mal traités, mais entièrement soumis au traitement qu'on leur accorde. Il faut qu'ils entrent effectivement et bientôt, et assez rapidement, dans le chemin qui mène de la situation de sujet à celle de citoyen. Voici les deux points sur lesquels je voulais qu'on termine cette lecture des textes de Simone Weil contre le colonialisme, contre l'universalisme du colonialisme, et la solution qu'elle voit. Cette idée qui est manifeste, qui est dans les passages que je viens de lire, d'un dépassement de la situation coloniale par un autre type d'universalisme qui est le cosmopolitisme, et le fédéralisme. Évidemment, un texte comme celui-ci s'éclaire aussi d'une lecture parallèle que l'on peut mener avec du fameux texte de Kant sur la paix perpétuelle de 1795, où Kant parle de fédération de peuples, de fédération d'États libres.
On peut parfaitement imaginer que Simone Weil à Kant, puisqu'elle est très influencée par Kant dans sa pensée par ailleurs, à Kant et le Kant de 1795 du projet de paix perpétuelle à l'esprit, lorsqu'elle voit un dépassement du colonialisme par le fédéralisme et l'idée de fédération de peuples et d'États libres. Et surtout lorsqu'elle voit la force d'universalisation qui est contenue dans l'idée de citoyenneté. Le citoyen, c'est la solution, c'est le dépassement du colonialisme. Faire que la citoyenneté devienne universelle, ce qui est la signification même de cosmopolitisme, le fait d'être citoyen du monde, c'est ce qui va permettre d'accomplir ce grand fédéralisme. Voilà mise en place ce qui a tout l'air d'une utopie, évidemment. Indignation devant la situation coloniale, remise en question de l'universalisme, précisément parce que si cet universalisme est vu depuis la colonie, il perd toute sa signification. Dès lors que vous n'effectuez plus le grand partage entre le monde de la civilité et le monde de la sujétion, cet universalisme est remis en question, et c'est ce qu'elle dit. Répondre à cela, la proposition qui est faite, ce moment de grande utopie où elle dit on va mettre fin au colonialisme, non pas en supprimant, en détruisant l'empire, mais en transformant l'empire en fédération et en transformant les sujets en citoyens. Dès lors que les sujets sont des citoyens, il n'y a plus d'empire ipso facto. Et ce qui est intéressant dans cette réponse, c'est que précisément cette même réponse va être reprise par des auteurs qu'on peut appeler des auteurs postcoloniaux, comme Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Et ceci après la Seconde Guerre mondiale. Ils ne citeront pas sur ce plan-là Simone Weil. Il n'y a pas de ce point de vue-là une relation directe. Encore que on peut parier que Senghor aura lu Simone Weil, parce que c'est des articles sur le colonialisme et contre le colonialisme attirent forcément leur attention. Ici, je me tourne vers mon ami Jean-René Bourrel, qui m'indiquera tout à l'heure s'il n'y a pas des passages où l'un ou l'autre, Senghor ou Césaire, cite expressément ces textes de Simone Weil. Et comme tu es à côté de Claire aussi, j'aurai un éclairage venant de votre côté à tous les deux sur ce chapitre-là. Mais en tout état de cause, la même idée fédéraliste et cosmopolitique, l'universel cosmopolitique comme dépassement de la situation coloniale, est exprimée aussi bien par Aimé Césaire que par Senghor, et ceci est un point intéressant et important qui a été étudié finalement de manière tout à fait récente. Pendant très longtemps, on s'en était tenu, si vous voulez, à des considérations très générales sur, par exemple, Senghor comme trop francophile, n'ayant pas voulu véritablement l'indépendance, s'étant attaché tellement à la France qu'il était pour une confédération avec la France. Il n'est pas allé à l'indépendance tout de suite comme les grands révolutionnaires l'auraient fait. Il a traîné les pieds, etc., etc. Bref, c'est la bourgeoisie néocoloniale et comprador, etc. Et on a également reproché beaucoup à Césaire le fait qu'il ait porté la départementalisation qui a fait aujourd'hui des Antilles, des États antillais, des départements français. C'est seulement récemment que, relisant les textes de Césaire et de Senghor sur le fédéralisme, à la lumière de leur expérience parlementaire, on a commencé à mettre le doigt sur cette utopie qui est l'utopie de l'immédiate après-guerre, d'une transformation de l'empire, des empires coloniaux, par le fédéralisme, et d'une réponse qui serait la réponse à la fin de l'universalisme colonial par un universalisme qui serait cette fois-ci
un universel cosmopolitique. Pour bien comprendre cette manière de voir, cette philosophie fédéraliste partagée par Senghor et Césaire et qui reprend en quelque sorte l'utopie exprimée par Simone Weil ici, il faut se replacer dans le contexte historique de l'immédiate après-guerre et dans l'atmosphère qui a été celle de cette immédiate après-guerre. Vous savez qu'en 1945, après la guerre, il y a une élection de la première Assemblée constituante. Et c'est le moment où Césaire, comme Senghor, entrent en politique. L'un et l'autre vont être élus à l'Assemblée nationale française et entre-temps, Senghor était devenu français. Il avait été naturalisé français en 1937, 1933, avant de passer l'agrégation. Et donc, il a été coopté par quelqu'un qui était déjà en politique, qui était le Sénégalais Lamine Gueye. Lequel lui dit « Écoute, mon cher ami Senghor, tu es brillant, agrégé de grammaire, il faut venir me rejoindre dans mon parti politique et faire de la politique. C'est mieux que d'essayer à tout prix de finir tes cours au lycée de Tours en espérant finir ta carrière au Collège de France. » Et c'est ainsi que Senghor est entré en politique. Comme il dit, et comme il dira toujours, il est tombé en politique à ce moment-là, et avec Lamine Gueye, qui était le représentant de la SFIO en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, il entrera à l'Assemblée constituante, la première constituante déjà. Césaire, Aimé Césaire également, est élu à cette première constituante. Aimé Césaire, lui, est élu sur la liste communiste, 1945, et Senghor est élu sur la liste SFIO avec Lamine Gueye. C'est ça, une grande différence entre Senghor et Césaire, qui étaient très amis, c'était que Senghor était socialiste, il ne pouvait pas être vraiment communiste parce qu'il était trop catholique pour ça. C'est Césaire qui le dit. C'est Césaire qui, quand il parle de Senghor, dit la grande différence entre Léopold et moi, c'est que Léopold est un tala. Et donc, voilà, c'était une des différences entre les deux. Atmosphère générale de grande illusion lyrique, parce que c'est une assemblée constituante très à gauche. Rappelez-vous, dans l'immédiate après-guerre, cette assemblée constituante, le premier parti, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste est dominant. Je crois qu'en deuxième position, c'est la SFIO, et ensuite, en troisième position, MRP. C'est peut-être... alors, très rapidement, parce que cette assemblée constituante va établir un projet de constitution, comme vous le savez. Le projet de constitution va être rejeté par un référendum. Il va y avoir une deuxième assemblée constituante, et cette fois-ci, les communistes vont être en deuxième position. C'est la MRP qui va arriver en première position, etc. Mais la raison pour laquelle je parle de ces aspects historiques, c'est parce qu'il faut se replacer dans l'atmosphère de ce moment-là pour mieux comprendre pourquoi ces personnalités venues du monde colonial, comme Césaire et Senghor, ont considéré que la chose la plus progressiste à faire, c'était de se battre pour un cosmopolitisme fédéraliste, était pour le dépassement du colonialisme par le fédéralisme. Au lieu de donner simplement des raisons subjectives, comme étant le fait qu'au fond, ils avaient un complexe et Senghor n'a pas voulu l'indépendance, etc., se replacer dans cette époque-là, dans cette période-là, ça permet de comprendre pourquoi l'utopie qui avait été celle de Simone Weil a été reproduite par ces deux auteurs qui étaient Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire.
C'est d'ailleurs pendant cette période-là de la Deuxième Guerre mondiale que va être votée la loi portant le nom de ce député sénégalais Lamine Gueye. Cette loi Lamine Gueye de 1946 est une loi étendant la citoyenneté. La citoyenneté, à ce moment-là, est accordée à tous les territoires, à tous les sujets français. Ça semble être le passage que Simone Veil le souhaitait, de la sujétion, entendue au sens d'être sujet, à la citoyenneté. En principe, ce cosmopolitisme qui pouvait permettre un dépassement du colonialisme. Sauf que ça a été très vite contenu, les effets de cette loi Lamine Gueye, ça a été contenu parce que la citoyenneté était accordée à tout le monde, mais elle était accordée à tout le monde en tant qu'habitant les colonies. Autrement dit, ça ne pouvait plus être l'utopie envisagée par Simone Veil, où la citoyenneté serait une citoyenneté pleine et entière, parce qu'à ce moment-là, évidemment, on aurait pu, le résultat aurait été ce qu'elle avait elle-même décrit, la France étant un tout petit coin dans un empire bien plus vaste qu'elle. Et c'était, d'une certaine façon, une dissolution, en quelque sorte, de la France à l'intérieur de son empire. La France aurait été absorbée par son empire au lieu d'être le centre de son empire. Donc il fallait contenir la force décolonisatrice, si je puis dire, de la citoyenneté. La force fédéraliste ou confédéraliste de la citoyenneté. L'universel citoyen, en quelque sorte, était ainsi contenu. L'universel citoyen dont a été porteur la loi Lamine Gueye. Mais c'est dans une atmosphère comme celle-là que l'on peut comprendre les deux visages du confédéralisme, du fédéralisme que Césaire et Senghor vont porter, et c'est l'objet des textes que je vous ai également distribués et que maintenant je vais considérer. Commençons par, gardons la chronologie et commençons par le texte de Césaire. La manière dont Césaire va porter cette utopie cosmopolite, cette utopie fédéraliste comme réponse et dépassement du colonialisme, ça va être de porter le projet dit de départementalisation. Et le projet de départementalisation est celui de l'élargissement de la citoyenneté aux territoires d'outre-mer qui vont devenir des départements, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, comme vous savez. Et le texte que je vous ai distribué, c'est le texte tiré de cet ouvrage qui est le dernier texte au fond d'Aimé Césaire avant sa mort, puisque ce sont les entretiens qu'il a donnés à Françoise Vergès, que vous connaissez, Françoise Vergès qui est penseuse, une auteure du post-colonial et qui est une sorte de nièce d'Aimé Césaire, puisqu'elle est la fille de quelqu'un qu'il a bien connu et qui était ses amis, et qui a donc obtenu de Césaire ces entretiens superbes qu'elle a publiés sous le titre « Nègre je suis, nègre je resterai », entretien avec Françoise Vergès, où elle lui a posé toutes les questions qu'il fallait lui poser. Si on veut, elle dit d'ailleurs elle-même dans sa postface qu'on trouve ici véritablement l'épure de la pensée d'Aimé Césaire, parce que bon, elle connaissait parfaitement cette pensée, elle a su poser les questions qui ont fait que Césaire, vers la fin de sa vie, à ce moment-là, a pu donner les réponses qu'il fallait sur son œuvre et sa trajectoire. Et donc, elle lui pose évidemment la question de la départementalisation, rappelant, page 35, que le 19 mars 2006, cela fera 60 ans, donc le livre est publié en 2005, cela fera 60 ans que les 4 colonies post-esclavagistes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, devenaient des départements. Vous étiez le rapporteur de cette loi. On vous a beaucoup reproché, comme on l'a
aussi beaucoup reproché aux autres élus de ces colonies d'avoir favorisé l'assimilation, la dépendance, même si cela n'était pas votre but, c'était inévitable, vous auriez péché par excès de confiance envers la France. Et c'est à cette question-là que Césaire va répondre. Encore une fois, cette départementalisation dont il a été porteur, il a été rapporteur de la commission qui s'est occupée des Outre-mer dans la Constituante. C'est donc à ce titre qu'il est le père de cette loi de départementalisation. Mais au moment où il la prenait, cette loi, où il la défendait, où il la présentait, c'était en effet une loi progressiste de dépassement du colonialisme. Ça représentait ce cosmopolitisme que l'on a vu à l'œuvre dans les textes de Simone Weil. C'était une manière de dire que la citoyenneté devenait une arme pour faire en sorte que la situation coloniale se transforme en confédération. Donc c'est ce qu'il répond. Quelle était la situation auparavant? Une misère totale, la ruine de l'industrie sucrière, la désertification des campagnes, les populations qui se précipitaient sur Fort-de-France, etc. Que faire? Demande-t-il. La thèse officielle disait « vous êtes français, donc si nous sommes français, donnez-nous le salaire des Français, donnez-nous des allocations familiales, etc. » Comment résister à cette logique? Nous nous sommes entendus avec Vergès et Girard, donc Vergès le Réunionnais, Girard le Guadeloupéen, pour présenter une proposition de départementalisation. Et il précise que le mot même de départementalisation, c'est lui qui l'a créé. Césaire était le grand créateur des mots. Négritude, par exemple, qui était le mouvement Senghor, Césaire, Damas, dont ils étaient les pionniers, avec, on les oublie souvent, on fait de la négritude une affaire d'hommes. Maintenant, de plus en plus, on est sensible au fait que des femmes importantes ont joué un rôle important également dans ce mouvement. À l'origine, les sœurs Nardal, et chemin faisant aussi la femme d'Aimé Césaire, Suzanne Césaire. Mais c'est donc Césaire qui invente le mot de négritude. Il n'a jamais voulu dire que c'était lui qui en était vraiment l'inventeur, c'est Senghor qui vend la mèche en disant, quand on lui demande sur la négritude, il dit « rendez à Césaire ce qui appartient à Césaire ». Et donc c'est Césaire qui est le père du mot, comme il est le père ici du mot départementalisation. Vous voyez dans cette réponse, et qui est contenu également dans l'autre texte que je vous ai distribué, le texte de 59 où Césaire, amer, revient sur la départementalisation. En 1959, il est contre. Mais au moment où il défend le projet en 1946, il est pour cette raison qui est celle qu'avait vue aussi Simone Weil. Et la citoyenneté devenait une condition de l'égalité. La citoyenneté n'était effective que si elle signifiait en même temps l'égalité. Et cette égalité devait être une égalité socio-économique. Par conséquent, le fédéralisme, c'était une chose, c'était une réalité, un nouvel universalisme cosmopolitique, mais pour lequel il fallait se battre. Et se battre, le combat à mener pour ce fédéralisme, c'était également le combat à mener pour l'égalité. Voilà la signification qui était celle de ce fédéralisme, de cette utopie fédéraliste qui a été, à quoi Césaire a donné le visage de la départementalisation. Un mot rapide pour le visage que prend cette même utopie fédéraliste et cosmopolitique chez Senghor. C'est aussi le texte que je vous ai distribué, où Senghor dit des choses qui vont lui être reprochées, mais encore une fois, effectivement, il faut les lui reprocher, certainement, mais il faut comprendre aussi la nature de cette utopie et le contexte historique dans lequel cette utopie a existé. Alors, le texte que je vous ai distribué, j'en lis une partie à la page 108, il vient d'un rapport que Senghor a fait en 1959
je crois, je vais vérifier ici. C'est dans la conclusion qu'il donne d'un rapport qu'il fait devant son parti sur le socialisme, la voie africaine vers le socialisme. C'est un texte que vous pouvez trouver dans le dernier. Vous savez que les essais philosophiques théoriques de Senghor ont été regroupés dans un certain nombre de volumes qui portent tous le nom de Liberté. Liberté 1 jusqu'à Liberté 5. Normalement, Liberté 5 est le dernier thème de la série des libertés. Et un des volumes de Liberté porte justement cette idée de nation et voie africaine du socialisme. Et ce qu'il dit dans ce texte, que je vous ai distribué, c'est sur l'interdépendance. Je lis la fin, le dernier tiers de la page 108. À ce titre, notre humanisme, s'il doit avoir comme objet d'abord l'homme ouest-africain, ne peut sans péril s'arrêter à l'Afrique occidentale, pas même à la seule Afrique. Un humanisme efficace doit être ouvert. Il exclut non seulement le malianisme, c'est l'évidence, alors malianisme, c'est le Mali. Et il parle au moment où existe une fédération du Mali, entre le Sénégal et le Mali. Donc, premier cercle, le Mali. Il exclut non seulement le malianisme, c'est l'évidence, puisque nous ne sommes pas que des Maliens ici rassemblés, mais encore le nationalisme, le pannégrisme, je ne dis pas la négritude, le panafricanisme, à plus forte raison le panarabisme. Le seul panisme qui réponde aux exigences du XXe siècle, osons le proclamer, est le panhumanisme. Je veux dire un humanisme qui embrasse tous les hommes sur le double plan de leur apport et de leur compréhension. Et je lis un peu plus loin. Nous ferons cet effort salutaire de réflexion et de construction si nous parvenons, en repensant le fait colonial, à le situer exactement dans le processus historique d'unification du monde et de l'Afrique. Cessons de vitupérer le colonialisme et l'Europe et de les rendre responsables de tous nos maux. Outre qu'elle n'est pas tout à fait juste, c'est une attitude négative qui révèle notre complexe d'infériorité, celui-là même que nous a inoculé le colonisateur et dont nous nous faisons secrètement les complices. Plus loin, examiner dans une perspective historique, qui est la seule juste, la colonisation, soulignée avec C majuscule, nous apparaîtra dans un premier regard comme un fait général de l'histoire, H majuscule. Les races, les peuples, les nations, plus généralement les civilisations, ont toujours été en contact, donc en conflit. Bien sûr, les conquérants sèment des ruines sous leurs pas, mais aussi des idées et des techniques qui germent et s'épanouissent en moissons nouvelles. L'Europe n'a pas perdu à la conquête romaine, pas plus que l'Inde à la conquête aryenne, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la conquête arabe. J'arrête là, vous avez vu l'idée et vous avez de toute façon le texte. Cette notion d'une confédération qui va s'élargir à l'ensemble de la planète, d'une confédération planétaire. L'idée que le seul pan qui vaille, c'est le panhumanisme. Et ne peut se comprendre, si vous voulez, et ces propos ne peuvent se comprendre d'un sujet colonisé, que si, encore une fois, nous le replaçons dans ce contexte d'illusion lyrique de l'immédiate après-guerre, où l'utopie confédéraliste, comme dépassement encore du fait colonial, de ce moment colonial dont nous avons parlé, avait une certaine validité et une certaine présence dans la réflexion de ces penseurs, qui, encore une fois, sont des penseurs de la totalité. Évidemment qu'avec le recul, on se dit que la seule position progressiste à l'époque, c'était d'exiger l'indépendance. Très rapidement, à partir de 1954, les enfants de la Toussaint, la révolution algérienne, va commencer et le mot d'ordre, ça va être à ce moment-là l'indépendance. Mais entre ces années 45 et ces années 50, cette utopie avait une signification. Cette notion d'une confédération avait une signification. Cette manière d'opposer à l'universalisme, à la fin de l'universalisme européen, avec la fin du colonialisme, l'ère des décolonisations dont parle Césaire, ce dépassement par un autre universalisme qui était cette fois-ci l'universalisme citoyen,
une citoyenneté à la dimension du monde, donc un cosmopolitisme avait un sens. Et cette utopie est maintenant étudiée de plus en plus lorsqu'on se repenche sur les écrits de Senghor et qu'on lit en particulier les interventions au Parlement pendant toute la durée de leur vie de parlementaire, aussi bien de Senghor que de Césaire. Voilà sur ce point ce que je voulais indiquer. Et je replace ce point, Simone Weil, Césaire, Senghor et l'idée d'un universalisme fédéraliste dans le contexte général de la session. J'ai voulu par là m'arrêter sur ce moment particulier qui a été un moment d'utopie, qui a tenu compte du moment historique de la décolonisation, si vous voulez, et y a porté une réponse particulière qui ne survivra pas à l'histoire, qui n'a vécu qu'à titre d'utopie, une utopie intéressante, et ceci nous permettra de revenir maintenant à la remise en question plus précise de l'universalisme européen lorsque nous lirons la réalité de cet universalisme en lisant ce qu'il en est chez Husserl et chez Lévinas. Ça, ce sera pour la prochaine session. Donc, je vous indique très vite, avant que nous discutions maintenant, pour cette session-ci, les lectures que je vous invite à faire pour la session prochaine. Là, ce sont des lectures que vous trouverez sur l'Internet. Husserl, la crise de l'humanité européenne et la philosophie. Il y a sur Internet, vous trouverez la traduction de ce texte par Catherine de Praz, avec une très belle introduction. Le texte n'est pas long, c'était une conférence, c'est la conférence faite par Husserl à Vienne en 1935. Et je vous invite aussi à lire l'autre texte, cette fois-ci, c'est le texte d'Emmanuel Lévinas, Humanisme de l'autre homme, que vous trouvez aussi dans l'Internet, et en particulier le chapitre 8, intitulé « Avant la culture ». Voilà. Je vous retrouve mardi prochain avec plaisir.